Bonjour, bon après-midi. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une étude intitulée Les barrières linguistiques rencontrées par les personnes allophones lors du processus de réadaptation à la suite d'une lésion professionnelle. Donc, notre recherche porte sur les allophones, qui sont des personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Et en fait, c'est une population qui est en croissance au Canada. Donc, présentement, 20 des Canadiens sont allophones et on estime que cette population va augmenter à 30 au cours des 2 prochaines décennies. Et en fait, notre recherche porte sur un sous-groupe de cette population qui sont les personnes qui font face à des barrières linguistiques, soit au niveau verbal, écrit ou dans les 2 cas. Alors, les recherches antérieures démontrent que ces personnes sont surreprésentées dans les emplois précaires, à bas salaire et à risque accru d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Et les recherches démontrent aussi que ces travailleurs font face à des difficultés au niveau de la déclaration de l'accident ou de la maladie, ainsi qu'au niveau de l'accès à l'indemnisation et du retour au travail. Toutefois, on en sait peu sur l'influence des politiques et des pratiques des régimes d'indemnisation sur les expériences des travailleurs allophones. Alors, notre objectif était de comparer 2 régimes d'indemnisation, donc ceux du Québec et de l'Ontario, pour examiner les façons par lesquelles les politiques et pratiques facilitent ou préviennent le retour au travail pour les personnes qui ont des barrières linguistiques. Rapidement, notre méthodologie est basée sur des entrevues qualitatives avec des travailleurs et des informateurs clés. Donc, au total, 59 entrevues, donc 27 avec des travailleurs. Donc, pour ce qui est des informateurs clés, on a parlé à des professionnels de la santé, des représentants syndicaux, des représentants de travailleurs, et aussi en Ontario à des représentants du WSIB. Donc, la CSST n'a pas participé à notre étude. On a aussi parlé à des travailleurs allophones, donc des personnes qui avaient de la difficulté en anglais en Ontario ou en français au Québec. Et c'était des personnes qui avaient eu un problème de santé lié au travail. Dans la grande majorité des cas, ces travailleurs avaient fait une réclamation. Et c'est probablement raison de notre mode de recrutement. On a eu de l'aide d'organismes communautaires qui viennent en aide à ces travailleurs. Et les gens qui en ont parlé avaient différents niveaux de barrières linguistiques. Donc, certains ont fait l'entrevue avec un interprète et d'autres non. Mais ils avaient tous des barrières linguistiques à un niveau ou à un autre. Très brièvement, on a parlé à autant d'hommes que de femmes. La majorité avait plus de 40 ans et vivait au Canada depuis plus de 10 ans. Donc, l'idée que c'est un problème qui concerne seulement les immigrants récents est erronée, en fait. 20 sur 27 avaient un diplôme collégial ou plus élevé, donc beaucoup de surqualification. Et pourtant, ces gens-là travaillaient dans des usines, des restaurants, dans la vente au détail, dans la construction ou d'autres emplois manuels. Et soit qu'ils étaient dans ces emplois depuis de nombreuses années, dans un emploi depuis de nombreuses années, ou soit qu'ils passaient d'un emploi à l'autre dans le secteur précaire. Donc, dans les 2 provinces, on a constaté que le retour au travail est étroitement lié à la problématique de la sous-déclaration. Donc, typiquement, on attend que le problème soit assez grave avant de le déclarer. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, par exemple, le manque d'information. Aussi, le problème d'accès à un médecin qui était particulièrement problématique au Québec, parce qu'au Québec, 75 % de la population a accès à un médecin régulier comparativement à 92 % en Ontario. Et aussi en Ontario, le médecin peut soumettre la réclamation. Donc, ça, c'était vraiment une façon très courante de faire une réclamation pour ces travailleurs.
Donc, problème d'accès à un médecin. Une autre difficulté, c'est la difficulté à soumettre une réclamation. Donc, dans les 2 provinces, les formulaires sont disponibles dans les 2 langues officielles, donc en français et en anglais, et peuvent être remplis dans les langues officielles seulement. Mais je dirais que la raison principale pour expliquer cette sous-déclaration est vraiment la question de la précarité, donc la précarité d'emploi et la précarité sociale. Dans plusieurs cas, les employeurs vont exploiter cette précarité de différentes façons, en décourageant les réclamations, parce que les réclamations sont liées au montant de leur cotisation. Donc, ils vont utiliser différentes stratégies, comme par exemple donner des conseils de prendre un congé, de se mettre sur le chômage. Parfois, ils vont exploiter particulièrement les barrières linguistiques. Donc, par exemple, dans les cas où les employeurs vont aider les travailleurs à remplir les formulaires, particulièrement le cas pour les travailleurs saisonniers. On a documenté des menaces, du harcèlement aussi. Et je vais vous lire un extrait d'une entrevue avec une travailleuse qui dit ils n'ont pas pensé que j'allais faire le nécessaire pour faire une demande de procédure pour avoir une date de l'audience. Ils pensaient qu'à cause du manque de fonds, du manque d'argent, je ne pourrais pas faire ces démarches-là. La personne qui travaillait aux ressources humaines m'a dit « Comment tu vas trouver l'argent pour payer les frais d'avocat? Est-ce que tu vas te vendre sur la rue Sainte-Catherine pour ramasser l'argent et pour pouvoir payer toutes ces démarches-là? » Alors, vous pouvez voir le type d'harcèlement auquel font face ces travailleurs. Donc, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que les travailleurs vont souvent cacher leurs accidents ou leurs maladies et vont continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils soient plus capables de travailler. Et les problèmes, alors, vont s'aggraver, tant au niveau de la santé qu'au niveau de la réclamation. Quand le problème de santé n'est pas trop compliqué, le retour au travail se passe plutôt bien. Donc, parfois, l'employeur va jouer un petit peu au médecin, va dire « Ah, bon, frotte-toi, prends soin de toi, repose-toi. » Et parfois, ça se passe bien dans ces cas-là. Mais quand le problème de santé est plus sévère, c'est là qu'on retrouve beaucoup de résistance de la part des employeurs. Alors, souvent, dans ces cas-là, la relation va se détériorer à un tel point que le retour au travail sera simplement plus possible. Sans l'implication des régimes d'indemnisation, les travailleurs vont souvent abandonner l'emploi, ils vont essayer de se trouver autre chose, mais souvent, ils sont limités au même type d'emploi qu'avant. Et donc, dans certains cas, ils vont carrément abandonner le marché du travail. Et il faut dire aussi que leurs opportunités sont encore plus limitées qu'avant parce que maintenant, ils ont en plus un problème de santé. Je vais juste retourner en arrière une seconde. Donc, lorsqu'il y a une réclamation, le résultat, en fait, se retrouve à être le même, malheureusement pour les travailleurs, mais on s'y rend par un autre chemin. Donc, le retour au travail avec l'employeur est souvent la stratégie privilégiée, autant par les agents d'indemnisation que par ces travailleurs. Mais notre recherche a identifié un nombre de difficultés, notamment dans les 2 provinces, les travailleurs décrivent ne pas être adéquatement consultés pour ce qui est des décisions concernant l'assignation temporaire. Ainsi, il rapporte aussi ne pas comprendre les directives. Et ça, c'est un problème qui est particulièrement aigu au Québec parce que, quoique les 2 régimes d'indemnisation ont accès à un réseau d'interprètes et de traducteurs, ce réseau est fréquemment utilisé en Ontario, mais très rarement utilisé au Québec. Et il y a 2 raisons principales pour ça. Je dirais la première raison, c'est le fardeau bureaucratique. Donc, l'utilisation du système d'interprétation est compliquée à cause des délais. Mais il y a aussi une attitude de la part des agents d'indemnisation qui est vraiment une attitude, bien, on est au Québec, ici on parle en français, alors on ne va pas offrir d'accommodement à ce niveau. Alors, au Québec, on se fie presque exclusivement sur des interprètes informels, donc des membres de la famille, par exemple,
où on va payer aussi, souvent les travailleurs vont payer eux-mêmes pour des gens qui vont venir interpréter pour eux. Et ça, vous pouvez imaginer, c'est particulièrement difficile pour les travailleurs à bas revenus. On sait aussi qu'il y a des difficultés avec les interprètes informels au niveau de la confidentialité et du consentement, par exemple. Donc, ça, c'est toute une autre question. Même avec un interprète, donc en Ontario, on offre des services d'interprétation, mais les travailleurs en Ontario rapportent qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer convenablement parce qu'on ne cherche pas vraiment à avoir leur opinion. Donc, ils rapportent qu'on ne cherche pas vraiment à les écouter ou à s'assurer qu'ils comprennent. Donc, il faut dire que les options en milieu de travail sont limitées. Donc, souvent, on a besoin de compétences linguistiques, par exemple, pour travailler à la réception. Donc, souvent, ces travailleurs, malgré les recommandations des médecins et des agents d'indemnisation, vont se retrouver à faire le même emploi qu'avant. Ils se retrouvent souvent à devoir aborder ces questions directement avec leur employeur. Et ça, c'est très difficile, non seulement en raison des barrières linguistiques, mais aussi à cause de la différence au niveau du pouvoir. Et puis souvent, l'employeur va assigner le travailleur au même emploi qu'avant comme stratégie afin de le pousser à quitter l'emploi. Quand ces travailleurs se plaignent, soit au WSIB ou à la CSST, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a rarement de suivi qui est fait à ce niveau-là. Lorsque le travailleur présente des difficultés au niveau du retour au travail, le dossier est transféré en réadaptation. Donc, en Ontario, depuis 2 ans, il y a une équipe spécialisée qui traite des dossiers où il y a des barrières linguistiques. Donc, le WSIB a aussi mis sur place un guide pour aviser de la meilleure façon de traiter de ces dossiers, avec l'emphase sur la flexibilité, la patience, le rapport de confiance. Mais un des problèmes qu'on a constaté, c'est que parce que la charge de travail de ces agents, des agents de cette équipe, est la même que la charge de travail des autres agents, c'est qu'en fait, ils ne sont pas en mesure de mettre toutes ces recommandations en application. Donc, la première étape, c'est l'évaluation du travailleur. Donc, au Québec, l'évaluation pour ces travailleurs, c'est d'habitude une évaluation informelle par l'agent. Il n'y a pas de test de compétences linguistiques. En Ontario, les travailleurs qui ont des barrières linguistiques vont directement vont être pris en charge par cette équipe spécialisée. Ils vont automatiquement faire une évaluation formelle, donc avec des tests standardisés, quoique il y a aussi une reconnaissance du fait que ces tests ne sont pas nécessairement appropriés pour des gens qui ont des barrières linguistiques. Et aussi, ils font automatiquement une évaluation des compétences linguistiques des travailleurs. Un autre problème, c'est le fait que, encore une fois, dans les 2 provinces, les travailleurs ne se sentent pas consultés et ne comprennent pas les décisions concernant la détermination de l'emploi convenable. Alors, je vais vous lire un extrait d'une autre entrevue. Donc, le travailleur dit « En 2015, la CSST m'a donné un travail convenable. Alors, elle m'a parlé de tout ça et elle m'a dit « Est-ce que tu m'as compris? » « Oui. » Puis, à la fin, quand on s'est parlé, elle était contente, heureuse, et moi, je ne savais pas pourquoi. Parce qu'elle a dit, normalement, ici, les gens qui viennent, ils font un grand problème. Des fois, il faut appeler la sécurité, tout ça. Après ça, elle a été dans le corridor pour s'en aller dans son bureau. Comme ça, elle parlait à tout le monde. « Ah, ça, c'était facile, le monsieur n'a pas de problème. » Je ne savais pas pourquoi la femme était heureuse comme ça. Je me suis dit, alors peut-être que je n'ai rien compris. Alors, en fait, ce qu'on retrouve en Ontario, c'est que malgré la présence d'interprètes, c'est la même dynamique. Les travailleurs rapportent qu'ils ne comprennent pas, ce qui démontre qu'il est beau offrir des services linguistiques, mais il faut encore là s'assurer que les gens ont bien compris et aussi qu'ils aient une opportunité de se faire entendre. Le problème, par contre, est particulièrement important au Québec
Donc, un des problèmes, c'est que les compétences linguistiques au Québec ne sont pas considérées dans la détermination de l'emploi convenable, pas plus qu'on en tient compte dans la détermination de l'assignation temporaire. Donc, par exemple, on va déterminer qu'un travailleur qui ne parle pas français ou anglais peut travailler au service à la clientèle. En Ontario, on tient compte des barrières linguistiques, mais on les sous-estime. On sous-estime à la fois les difficultés des travailleurs, mais on sous-estime aussi les compétences linguistiques qui sont requises pour les emplois. Un autre problème, c'est que la formation est très rarement offerte aux travailleurs allophones parce qu'ils travaillent généralement au salaire minimum et que c'est simplement pas rentable de leur donner une formation. De plus, au Québec, on offre seulement dans des cas vraiment extrêmement rares qu'on offre des formations au niveau de formation professionnelle et formation au niveau des compétences linguistiques à ces travailleurs. Et aussi, il faut dire que dans la région de Montréal, souvent pour obtenir un emploi qui est non manuel, il faut des compétences en français et en anglais. Donc, il faut les deux, qui est une barrière additionnelle pour ces travailleurs. En Ontario, la formation en anglais est parfois offerte, surtout pour les travailleurs qui n'étaient pas au salaire minimum lorsqu'ils ont été accidentés. Mais la formation linguistique est de courte durée, on dit jusqu'à 1 an, mais en réalité, c'est d'habitude juste quelques mois. Et elle est aussi de moindre qualité. Et ces problèmes sont aggravés parce que l'aide à la recherche d'emploi est vraiment met l'emphase sur des stratégies passives, donc travaille sur ton CV, envoie ton CV et attends des réponses, ce qui mène très rarement à l'emploi. Comme avait dit cette travailleuse, donc dans mon CV, c'est marqué « langue parlée », ni français ni anglais. L'unique langue parlée, c'est turc. Alors, je n'ai pas d'autre expérience de travail que j'ai eue dernièrement, alors j'avais de faibles chances d'être embauchée, comme vous pouvez imaginer. Alors, la majorité des travailleurs à qui on a parlé ne travaillaient pas, et il y en a quelques-uns qui avaient réussi à se trouver un emploi dans un autre domaine. En conclusion, la situation n'est pas parfaite en Ontario, donc oui, on offre des services d'interprétation et de traduction. Il faut dire que les besoins au niveau d'interprétation ne sont pas toujours identifiés par les agents ou parfois ils ne sont pas identifiés assez tôt dans le processus ou on utilise les interprètes mais de façon inconsistante. Donc, par exemple, un spécialiste de retour au travail va utiliser un interprète de façon systématique, mais les agents d'indemnisation, les infirmières ne vont pas les utiliser. Ce qui arrive, c'est qu'en réalité, on utilise aussi des interprètes informels en Ontario. Alors, les conséquences pour les travailleurs sont les mêmes dans les deux provinces. Et ce qui démontre que ce n'est pas assez d'offrir des services linguistiques. Il faut dire toutefois que les problèmes sont plus aigus au Québec. Par exemple, l'exemple de devoir payer pour se faire accompagner par un interprète. Et on doit, en conclusion, considérer le coût social de tout ça, hein, le coût social et économique, parce que plusieurs vont se retrouver sur l'assistance sociale, sont incapables de travailler, donc ne vont pas payer des impôts. Donc, quelles sont les conséquences sociales et économiques pour ces travailleurs de ne pas s'assurer qu'ils aient une opportunité réelle de retourner en emploi? Merci.